À minuit passé, dans un bureau glacé de la rue de Solferino, un homme aux épaules étroites reste seul devant une pile de dossiers. Dehors, Paris gronde. Les ligues d'extrême droite défilent déjà dans les rues, les poings levés, criant son nom comme une menace. Léon Blum jette un coup d'œil à l'horloge murale. Il lui reste moins de 24 heures pour décider s'il osera prendre le pouvoir. Ou s'il laissera la République se briser une seconde fois. Sur son bureau, une fiche de renseignement de police, encore humide d'encre, résume froidement ce qu'il est devenu. Juif, socialiste, chef présumé du Front populaire, homme à abattre. Le contraste est brutal avec l'enfant qu'il a été, né dans une boutique de tissus du vieux Paris, bien loin des estrades et des complots politiques. Pourtant, c'est ce trajet improbable, de la pénombre d'un magasin familial à la lumière crue de l'histoire, qui va décider du sort d'un pays entier. Pour comprendre comment ce garçon timide est devenu l'ennemi public numéro 1 pour certains et le dernier espoir pour d'autres, il faut remonter le temps. Bien avant les sirènes de police et les discours enflammés, il y a l'odeur lourde des étoffes neuves, le crissement des rouleaux de draps sur les comptoirs et un petit garçon qui se perd entre les piles de tissus comme dans une forêt. Léon Blum naît le 9 avril 1872, au cœur de Paris, dans une famille juive aisée, intégrée, républicaine jusqu'au bout des ongles. Son père, Abraham, est un commerçant en tissus, méticuleux, minutieux, fier de sa boutique bien tenue. Sa mère, Adèle, veille à ce que ses fils parlent un français impeccable, lisent beaucoup et ne fassent pas de vagues. Dans la France qui se remet à peine de la Commune, les Blum ont choisi leur camp, celui de la respectabilité, du travail, de la discrétion. Le petit Léon, pourtant, n'a rien de discret à l'intérieur de lui-même. Dans l'arrière-boutique, entre les ballots de draps, il dévore les livres qu'on lui met entre les mains, Balzac, Hugo, bientôt Stendhal. Les clients entendent parfois un bruit sourd, un rouleau de tissu qui s'effondre. C'est Léon, tombé d'une pile où il s'était perché, pour lire quelques pages de plus, à l'abri des regards. Quand il sort de la boutique pour aller au lycée Charlemagne, le contraste est violent. Dans la cour, les garçons jouent, se bousculent, crient. Lui garde ses carnets serrés contre lui. Il est bon élève, trop bon peut-être. On le remarque, on se moque de ses airs sérieux. Et parfois, dans un couloir un peu trop sombre, un mot claque comme une gifle. Sale juif. Il ne répond pas, il encaisse, mais chaque insulte laisse une trace, une petite brûlure qui ne s'éteindra jamais tout à fait. À la maison, on n'en parle pas. Abraham Blum ne veut pas de vagues. Travaille, Léon. Monte, prouve-leur qu'il se trompe. Alors le garçon s'acharne. Il brille en lettres, en philosophie. Ses professeurs le remarquent, le poussent. Paris bruise déjà d'idées nouvelles, de romans audacieux, de débats enfiévrés dans les cafés. Léon comprend très tôt qu'il veut y prendre part. Par les mots, à l'adolescence, il découvre un autre Paris, celui des mansardes d'écrivains et des théâtres enfumés. Il suit les cours de droit à la Sorbonne, mais son cœur bat plus vite quand il franchit les portes d'une salle de spectacle. La scène le fascine. La littérature lui apparaît comme un monde parallèle, plus vrai parfois que le monde réel. Il fréquente les revues littéraires, rêve d'y écrire. Pour l'instant, il n'est qu'un visage de plus dans la foule des jeunes ambitieux. Mais déjà, un autre monde cogne à la porte, celui des ouvriers qui passent devant la boutique familiale, les épaules voûtées, les mains abîmées. En descendant la rue des Archives, Léon croise les silhouettes usées de jeunes filles des ateliers de couture, les doigts lacérés par les aiguilles, gagnant en un mois ce que les clients de son père dépensent en une soirée. Il détourne d'abord le regard, puis il se surprend à les suivre des yeux, à observer leur démarche, leur visage fatigué, une gêne sourde naît en lui. Cette prospérité familiale repose sur un monde où certains n'ont rien. La rencontre avec le socialisme commence presque par hasard. Dans une bibliothèque, on lui parle de Lucien R., le bibliothécaire de l'école normale supérieure, ce magicien qui prête des livres comme on confie des armes. Blum franchit la porte une première fois. Intimidé, R, derrière son bureau encombré, le scrute. « Vous aimez la littérature, monsieur Blum ?»« Passionnément. »« Tant mieux. » Vous allez voir, la politique, ce n'est jamais que la littérature appliquée à la vie des hommes. R lui met entre les mains Marx, Proudhon, mais aussi des textes de républicains radicaux, des discours de Jaurès. Léon lit longtemps, tard.
L'idée socialiste ne l'éblouit pas d'un coup. Elle s'infiltre lentement dans les interstices de sa conscience bourgeoise. Pourtant, à la fin des années 1890, il n'est encore qu'un jeune haut fonctionnaire prometteur. Reçu au Conseil d'État, il entre dans cette forteresse feutrée de la République où se prennent des décisions froides, abstraites. Au Palais Royal, les pas résonnent sur le marbre, les voix se font basses. On parle de textes, de jurisprudence, presque jamais de vies humaines. Le jour, Blum porte la robe noire, consulte des dossiers, rédige des avis. Le soir, il devient critique littéraire, écrivant pour des revues, entend les répétitions générales au théâtre. Il mène une double vie, confortable, brillante, sans éclat apparent. Et puis, un matin de 1894, un nom envahit les journaux, Alfred Dreyfus. L'affaire éclate comme une tempête sur la France. À la terrasse des cafés, dans les couloirs du Conseil d'État, à la table familiale, on ne parle plus que de ça. Un officier juif accusé de trahison, un procès bâclé, une condamnation exemplaire. Dans les rues, la rumeur enfle, les Juifs ne sont pas des Français comme les autres. Pour Léon Blum, l'affaire Dreyfus n'est pas un débat lointain, c'est une fissure dans le sol sous ses pieds. Il se revoit enfant, dans la cour du lycée, quand on lui lançait « sale juif ». Il se demande « si j'étais officier, si j'étais là-bas, à sa place, croirait-il à mon innocence ?» Les journaux nationalistes se déchaînent. On organise des manifestations où l'on hurle « à mort les Juifs !» Un jour de janvier 1898, il achète un numéro de l'Aurore. En première page, un titre immense le frappe comme un coup de tonnerre. « J'accuse !» Signé Émile Zola. Il lit, debout sur le trottoir, le sang battant aux tempes. Pour la première fois, un écrivain, un homme du verbe, ose affronter l'État, l'armée, l'opinion publique pour défendre un innocent et, avec lui, une idée de la justice. À cet instant, la fracture intérieure de Blum devient irréversible. La littérature qu'il aime peut changer le cours du monde. Les mots peuvent sauver un homme ou l'enfoncer. Il n'a plus le droit de rester au balcon. Il rejoint les Dreyfusards. Dans des réunions enfumées, il écoute un orateur immense, à la voix chaude, aux gestes amples, Jean Jaurès. Les phrases de Jaurès roulent comme des vagues, emportent la salle, donnent un sens à tout ce que Blum ressent confusément. Après un discours timide, Léon s'approche. « Monsieur Jaurès, je m'appelle Léon Blum. Je travaille au Conseil d'État. » Le grand tribun tourne vers lui son regard brillant. « Je vous lis, monsieur Blum. Vos articles sur le théâtre sont d'une intelligence rare. Vous devriez les appliquer à autre chose qu'à la mise en scène des comédiens. Il y a une plus grande scène qui vous attend. » Cette phrase reste gravée en lui. Jaurès ne le lâche plus. Il l'invite à écrire pour l'Humanité, à participer aux réunions socialistes. Dans les couloirs, un autre jeune homme le toise parfois avec un sourire batailleur. Ludovic Oscar Frossard, militant ardent, plus à l'aise dans les usines que dans les salons littéraires. Entre Blum et lui, une rivalité silencieuse s'installe. Deux trajectoires, deux tempéraments, une même ambition. Peser sur le destin de la gauche. Mais pour l'instant, Léon avance prudemment. Il n'abandonne pas sa carrière. Il se marie, fonde un foyer, mène extérieurement une vie de bourgeois respectable. Ses collègues du Conseil d'État s'amusent parfois de ses amitiés socialistes. Certains deviennent ouvertement hostiles. Il comprend qu'il ne pourra pas éternellement rester à cheval entre ces deux mondes. Quand la Première Guerre mondiale éclate en 1914, tout bascule une nouvelle fois. Quelques jours avant la mobilisation générale, une nouvelle déchire les socialistes. Jean Jaurès vient d'être assassiné. Un café du boulevard Montmartre, une vitre éclatée, un corps massif affaissé sur une table, une tache sombre qui s'élargit sur le carrelage. Blum, à l'annonce, reste pétrifié. L'homme qui l'a tiré de sa réserve, qui lui a donné un but, est abattu par un nationaliste fanatique. Dans la rue, certains osent se réjouir. Le traître est mort. Le choc est immense. Dans le silence qui suit, la gauche se déchire. Beaucoup de socialistes se rallient à l'Union sacrée, soutenant l'effort de guerre au nom de la patrie. Blum, trop âgé pour partir au front, reste au Conseil d'État, travaillant sur les questions économiques, observant de loin l'hécatombe. Des lettres d'amis tombent du front, tachées de boue, parfois de sang. La génération qui devait bâtir la France nouvelle se fait décimer dans les tranchées. Chaque fois qu'il signe un rapport administratif, il a la sensation, fugace mais tenace, de signer en même temps un compromis avec
L'ordre établi qui envoie des milliers d'hommes à la mort. La confortabilité de son bureau devient presque insupportable. Il sait que le temps joue contre lui. Quand la guerre s'achèvera, il faudra choisir, ou bien il restera un haut fonctionnaire angoissé, ou bien il se jettera entièrement dans la bataille politique. La guerre finit en 1918. Une paix fragile, amère. La France a gagné, mais à quel prix? Des villes entières détruites, des mutilés à chaque coin de rue, une rancœur qui monte. Dans cette atmosphère saturée, une nouvelle musique politique se fait entendre, celle de la révolution russe. À Pétrograd, les bolcheviks ont pris le pouvoir. En France, certains socialistes, grisés par l'exemple soviétique, veulent suivre le même chemin. Le Parti socialiste, la SFIO, s'embrasse de débats. Faut-il rejoindre la nouvelle internationale communiste, obéir aux consignes de Moscou, embrasser la dictature du prolétariat, ou rester fidèle au socialisme démocratique de Jaurès? Dans les réunions de section, les mots deviennent des armes, traîtres, vendus, bourgeois. La fracture qui se dessinait depuis des années au sein de la gauche française devient un gouffre. Au milieu de ce tumulte, deux hommes incarnent deux réponses opposées. D'un côté, Marcel Cachin et le bouillant Frossard, séduits par les thèses léninistes, promettant la révolution, l'enthousiasme, la rupture totale. De l'autre, Léon Blum, plus discret, plus réservé, mais décidé à défendre un socialisme républicain, attaché aux libertés publiques, hostile à une nouvelle forme de tyrannie, même rouge. L'affrontement culmine en décembre 1920. À Tours, la grande salle du Congrès est pleine à craquer. Il fait froid dehors, mais à l'intérieur, la chaleur est suffocante. Des centaines de délégués s'entassent, transis, excités, épuisés par des heures de discours. Les portraits de Marx et de Jaurès dominent la tribune. L'air sent le tabac froid, la sueur, l'encre des tracts fraîchement imprimés. Dans une petite chambre d'hôtel voisine, Léon Blum se prépare à parler. Il sait qu'il n'a que quelques dizaines de minutes pour tenter de retenir le parti au bord du précipice. De l'autre côté du couloir, Frossard relit aussi ses notes, sûr de sa victoire. Les émissaires de Moscou attendent. L'horloge, encore une fois, impose son rythme. Dans quelques heures, un vote scellera peut-être la disparition du socialisme français. Tel que Jaurès l'avait rêvé, Blum s'assoit sur le lit, les mains un peu tremblantes. Il repense au petit garçon du magasin de tissus, à l'étudiant timide fasciné par le théâtre, à la voix de Jaurès résonnant dans des salles combles. Tout converge vers ce moment. Il griffonne encore 2-3 phrases sur son brouillon, rature, recommence. Les mots doivent être justes. Ils ne sauveront peut-être pas la majorité, mais ils doivent sauver l'essentiel. L'âme d'un parti, une certaine idée de la gauche, enfin, on l'appelle. Il marche vers la tribune, sous les regards parfois hostiles, parfois curieux. Sur les bancs, on chuchote « C'est lui, Blum, le bourgeois, le juriste, l'intellectuel. » Qu'est-ce qu'il comprend à la Révolution? Frossard, assis un peu plus loin, lui lance un regard où se mêlent défi et impatience. Léon ajuste son nœud de cravate, pose ses notes, puis il commence. Sa voix n'est pas tonitruante comme celle de Jaurès, mais elle est ferme, claire, méthodique. Il ne promet pas les lendemains qui chantent. Il ne brandit pas des slogans. Il démonte patiemment, point par point, les exigences de Moscou. Il parle de la démocratie, de la liberté de la presse, des syndicats, du Parlement, de tout ce qui fait, selon lui, la dignité d'un peuple. À un moment, il lâche une phrase qui claque comme un verdict. Nous acceptons la lutte de classe, mais nous refusons la dictature. D'un parti sur la classe et de ce parti sur la nation. Dans la salle, un murmure parcourt les rangs. Certains hochent la tête, d'autres sifflent. Frossard se crispe. Blum sait déjà qu'il ne gagnera pas la majorité. Les délégués sont fatigués, séduits par le souffle révolutionnaire venu de Russie, lassés des lenteurs parlementaires. Mais ce qui se joue n'est plus un simple rapport de force. En s'obstinant, Léon prend le risque de se retrouver chef d'un petit parti minoritaire, coupé de l'élan du temps. Son rival, lui, s'apprête à s'emparer des drapeaux, des chants, des foules. Le vote tombe, impitoyable. La majorité décide de rejoindre l'Internationale communiste. Une partie écrasante des délégués quitte la SFIO pour fonder le Parti communiste français. Les chaises grincent, les manteaux se soulèvent, des groupes entiers s'en vont en bloc, emportant avec eux l'énergie, l'enthousiasme, la jeunesse. Quand le calme revient, la salle paraît à moitié vide. Sur la tribune, Blum ne triomphe pas.
Il ne sourit pas. Il mesure l'ampleur de la défaite. Mais au fond de lui, une conviction nouvelle est née. Il a tenu bon. Il a accepté d'être minoritaire pour ne pas renier l'héritage de Jaurès. Il vient, sans le savoir encore, de devenir le chef d'un camp réduit, mais cohérent. Dans un coin de la salle, un commissaire de police prend des notes. Il décrit, dans un style sec, cet homme mince, bien mis, parlant un français parfait, que certains à droite considèrent déjà comme plus dangereux encore que les révolutionnaires à la casquette. Il écrit son nom avec application. Léon Blum. Dans quelques années, ces rapports grossiront des dossiers où fleuriront les mots « menace »,« subversion »,« ennemi de l'ordre ». Léon quitte la salle du Congrès en dernier. Les chaises sont renversées, des tracts jonchent le sol, écrasés sous les pas. Dehors, la nuit de Tours est froide, humide. Il remonte son col, souffle dans ses mains pour se réchauffer. La guerre est finie, la paix est trompeuse, la gauche est coupée en deux, l'Europe vacille. Il sait que le temps lui est compté. Dans l'ombre, d'autres idéologies monstrueuses sont déjà en train de naître. Il ignore encore qu'en Allemagne, un agitateur nommé Adolf Hitler commence à faire parler de lui dans les brasseries de Munich. Il ignore que, quelques années plus tard, son propre nom sera scandé dans les rues de Paris, entouré d'insultes et de menaces de mort. Ce qu'il sait, en revanche, en rentrant à l'hôtel ce soir-là, c'est qu'il a choisi son camp, une fois pour toutes. Qu'il vient de tourner le dos à une carrière confortable pour se jeter corps et âme dans la mêlée. Dans la faible lumière de sa chambre, il rouvre son carnet, note quelques mots pour fixer la journée. Sa main tremble un peu, mais sa phrase est nette. Nous venons de perdre un parti. Peut-être avons-nous sauvé une idée. Il faudra maintenant en payer le prix. Dehors, la nuit avance. L'horloge continue de tourner. Pour Léon Blum, le compte à rebours vient de commencer. 14 ans après le fracas de Tours, la chaussée de la place de la Concorde est couverte de sang et de pavés arrachés. Des hommes courent, les visages tordus par la rage, d'autres gisent, le crâne ouvert, la mâchoire fracassée. Au milieu de cette marée hurlante, un petit groupe se serre autour d'un homme au manteau sombre, aux lunettes tordues. On l'insulte, on le frappe, on tire sur son pardessus pour le faire tomber. Une voix hurle « À mort, Blum !» Pour la première fois, Léon Blum croit qu'il va mourir dans la rue, lynché par une foule française. La nuit du 6 février 1934 ressemble à un cauchemar prémonitoire. Les ligues d'extrême droite, les croix de feu, les camelots du roi, les anciens combattants excités par des mois de scandale, l'affaire. Stavisky, les ministres compromis, les journaux déchaînés ont convergé vers le palais Bourbon. On tire sur la police, on jette des grilles, on tente de forcer les ponts. Une odeur étrange flotte sur Paris, mélange de fumée, de poudre et d'une haine qui n'a plus de frein. Blum, député socialiste, a voulu voir de ses yeux. Mauvaise idée. Son taxi est bloqué dans le flot, renversé. Les portières s'ouvrent sous les coups. Des mains l'agrippent, le tirent dehors. Il ne voit plus que des visages déformés, des poings, des matraques improvisées, des cannes qui s'abattent. Dans le vacarme, une insulte, toujours la même, revient comme un tambour. Juif! Une seconde, il pense à Dreyfus, à Jaurès abattu, à ce pays qu'il a servi toute sa vie. Est-ce ainsi que tout doit finir sur les pavés glacés de la Concorde, sous les coups de Français qui portent parfois encore leur médaille de Verdun? Un policier parvient à se frayer un chemin, à l'arracher à la meute. On le pousse dans une voiture, on démarre en trombe. Il se regarde dans la vitre, son visage est en sang, ses lunettes sont brisées. Pourtant, dans ce miroir fissuré, une idée se forme, limpide. S'il sort vivant de cette nuit, il ne pourra plus jamais se contenter d'être le chef d'un parti minoritaire. Il lui reste peu de temps avant que ces hommes, ou leurs chefs, ne tentent à nouveau de renverser la République. Désormais, tout ce qu'il fera devra être orienté vers une seule chose: empêcher le fascisme d'installer sa botte sur le cou de la France. Mais avant d'en arriver à cette nuit rouge, il y a eu des années de travail patient, invisible, à recoller morceau après morceau ce qu'avait brisé le congrès de Tours. Quand Blum, en 1920, hérite des restes de la SFIO, on parle de lui comme du chef d'un débris. Dans les couloirs, même parmi les siens, certains murmurent que la véritable gauche est désormais du côté de Moscou. Frossard, l'ancien copain de débat, est parti avec la majorité, à la tête du nouveau Parti communiste français.
il parade, galvanisé, revenant de Russie avec des récits d'assemblées enflammées sous les portraits géants de Lénine. Les journaux s'en amusent. D'un côté, le parti jeune, fougueux, discipliné, prêt à suivre la troisième internationale. De l'autre, le Psindai-Santenz, parti vieilli, réduit, bourgeois, mené par un juriste délicat qui cite Stendhal. On parie sur le temps qu'il faudra pour que le petit Blum, esseulé, finisse par rentrer dans le rang ou disparaisse dans les notes, de bas de page de l'histoire. Lui ne lit pas ses pronostics. Ou plutôt, il les lit, les range et se met au travail. Il reprend la SFIO comme on reprend une maison après un incendie. Il faut évaluer les dégâts, décider ce qu'on garde, ce qu'on jette, ce qu'on reconstruit autrement. Dans les fédérations, il rencontre des militants déboussolés, parfois humiliés par l'enthousiasme des communistes, il les écoute longuement. Il explique calmement pourquoi il a refusé les 21 conditions imposées par Moscou, pourquoi la démocratie n'est pas un luxe bourgeois, mais une conquête ouvrière. Dans ses réunions de section, souvent dans des salles mal chauffées, en province, loin des tribunes parisiennes, il devient peu à peu ce qu'il n'avait jamais imaginé être, un chef de parti, pas un chef à la manière des dictateurs en herbe qu'on voit apparaître ailleurs en Europe, mais un point fixe, un homme vers qui là. On se tourne pour chercher une ligne, une cohérence. Pendant ce temps, Frossard goûte à la gloire brûlante, puis à l'étreinte glacée de Moscou. Les télégrammes de la troisième internationale deviennent de plus en plus impératifs. On exige des ruptures, des exclusions, des autocritiques. Le PCF se plie, se tord, obéit, mais derrière les proclamations, un malaise s'installe. Et un jour, coup de théâtre, le grand rival quitte à son tour le Parti communiste. Désavoué par les siens, celui qui avait raillé le légalisme bourgeois de Blum va se retrouver sans parti, sans drapeau. Pour Blum, c'est un étrange moment de revanche. Il a tenu, lui, malgré la tempête. L'autre, emporté par la vague, se retrouve échoué sur le sable. Les deux hommes se croisent parfois à la chambre. Regard rapide, embarrassé. Entre eux, une question muette. Lequel des deux avait vu juste? Pourtant, Blum ne jubile pas. Il comprend que la rivalité personnelle n'est rien à côté de la fracture durable entre communistes et socialistes que Frossard a contribué à creuser. Ce fossé-là, il le paiera cher plus tard. Les années 1920 défilent dans un tourbillon de crises ministérielles, de coalitions bancales, de majorités instables. En 1924, la gauche remporte les élections avec le cartel des gauches, alliance fragile entre radicaux et socialistes. À première vue, la victoire est là. Mais Blum fait un choix déroutant. La SFIO ne participe pas au gouvernement. Il soutient de l'extérieur Édouard Herriot, ce radical fumeux, républicain sincère mais lié au monde des petits notables, des commerçants, des maires ruraux. Ce refus surprend, irrite. Dans les couloirs de la Chambre, certains lui lancent « Alors, Blum, vous avez peur du pouvoir ?» Il réplique « Le pouvoir sans programme n'est qu'un exercice de fauteuil. Nous ne montrons que lorsque nous pourrons engager de vraies réformes sociales. » Il veut préserver son parti d'une compromission prématurée, mais ce calcul tactique a un prix. L'image d'une SFIO qui critique sans agir. Et dans l'ombre, les communistes, eux, se frottent les mains. Voyez, la gauche parlementaire est incapable. Seul Moscou s'est tranché. La suite est un lent naufrage. Le cartel s'use sur la question des réparations allemandes, sur le franc qui plonge, sur les pressions des milieux d'affaires. Humbert et Herriot vacillent, cèdent. En 1926, c'est le retour brutal de Poincaré, le vieux patriarche nationaliste et financier, la gauche recule, désorientée. En 1928, Blum perd même son siège de député lors des élections au scrutin uninominal. Certains, à droite comme à gauche, croient l'affaire réglée. On ne reverra plus ce petit avocat méticuleux à la tribune. Mais la politique aime les retours inattendus. Un an plus tard, en 1929, une élection partielle à Narbonne lui offre une porte de sortie. On l'invite, presque par défi. Un intellectuel parisien dans ce bastion viticole du Midi Rouge, ce serait un échec assuré. Il accepte. Il traverse les vignes, les villages écrasés de soleil. Il écoute les paysans raconter le prix du vin qui s'effondre, les dettes qui s'accumulent, les crustacés de la Méditerranée qui remplacent la viande sur la table, les mauvais mois. Dans les réunions de campagne, il adapte ses mots,
Il parle moins de Marx, plus de la terre, de l'impôt, des coopératives. Sa voix, douce, tranche avec la rudesse du décor. On lui reproche son accent trop parisien, ses phrases trop bien construites. Mais derrière les lunettes, on voit une chose qui convainc, la sincérité absolue. Contre toute attente, il est élu. Blum, l'homme qu'on croyait terminé, revient à la Chambre par une porte latérale. Portée par les vignerons du Languedoc, cette résurrection coïncide avec un changement beaucoup plus vaste. Le monde autour de lui commence à s'assombrir. En 1929, la bourse de New York s'effondre. La crise n'est plus seulement française ou européenne, elle devient mondiale. Chômage de masse, faillite en chaîne, file d'attente devant les soupes populaires. Dans ce chaos, des hommes promettent l'ordre, la grandeur, la revanche. En Italie, Mussolini fait défiler ses chemises noires. En Allemagne, un agitateur au regard halluciné, Adolf Hitler, transforme un groupuscule en machine électorale. Blum lit les journaux étrangers avec une inquiétude grandissante. Il comprend très vite que ce qui se passe à Berlin ou à Rome n'est pas une simple excentricité locale. C'est une nouvelle forme de politique qui fait appel à la peur, au ressentiment, à l'orgueil blessé. Et il sait que la France, meurtrie par la guerre, minée par les scandales, n'est pas à l'abri. En 1932, la gauche gagne à nouveau les élections législatives. Nouvelle majorité, nouveaux espoirs. Mais la SFIO, sous la conduite de Blum, répète son choix. Pas d'entrée au gouvernement. Cette fois, c'est Édouard Daladier, radical, qui prend la tête du Conseil. Blum le respecte, mais la rivalité est nette. Daladier veut gouverner au centre, ménager les milieux d'affaires, rassurer la droite modérée. Blum, lui, voit venir la crise comme une vague noire. Il réclame des mesures sociales, une vraie politique de relance, un contrôle plus ferme des banques. Entre les deux hommes, l'affrontement est feutré, mais réel. C'est la bataille pour l'âme de la République. Cette valse hésitante pourrait durer encore des années si un scandale ne venait pas tout faire exploser. À la fin de 1933, le nom d'Alexandre Stavisky envahit la presse. Un escroc de haut vol, des emprunts frauduleux, des politiciens, compromis, des juges indulgents. Quand Stavisky est retrouvé suicidé dans un chalet de Chamonix après un mystérieux coup de feu, la France retient son souffle. Accident? Exécution? On ne saura jamais vraiment. Mais pour les ligues d'extrême droite, c'est un cadeau inespéré. Preuve, selon elle, que la République parlementaire est un repère. De voleurs juifs, de politiciens pourris, les journaux nationalistes déversent un flot de boue. On montre des caricatures où des députés, des ministres et, bien sûr, des juifs se partagent des sacs d'or. Le mot « pourri » revient à chaque phrase. Dans les cafés, on claque les journaux sur la table. Assez! Il faut balayer tout ça. Le 6 février 1934, cette colère, soigneusement attisée, déborde dans la rue. Blum en fait l'expérience sur son propre corps. Sauvé de justesse, il rentre chez lui cette nuit-là, le visage tuméfié, les côtes douloureuses. Ses amis sont effrayés. « Léon, ils ont voulu te tuer. Ils recommenceront. Tu devrais partir, au moins quelques jours. » Il secoue la tête. Dans sa chambre, devant le miroir, il voit ses ecchymoses, ses lèvres fendues. Il n'y voit pas seulement sa douleur, mais un avertissement. Ce n'est plus une querelle de programme, c'est une lutte à mort. Ou bien la gauche s'unit et prend enfin le pouvoir pour défendre la République, ou bien les ligues feront le travail à leur façon. Le compte à rebours s'enclenche alors clairement dans son esprit. Il sait que la prochaine échéance électorale décidera de tout. Il reste à peine 2 ans pour transformer une gauche éparpillée, méfiante, fracturée entre socialistes, radicaux et communistes, en un front capable de résister. 2 ans pour convaincre les communistes de tourner le dos à leur doctrine classe contre classe, qui les pousse à traiter les socialistes de socio-fascistes. 2 ans pour faire accepter à la SFIO l'idée, presque sacrilège pour certains, d'une alliance avec les radicaux jugés trop tièdes. Là encore, la rivalité joue un rôle clé. Désormais, ce n'est plus seulement Frossard qui incarne l'autre camp, mais Maurice Thorez, le nouveau chef discipliné du Parti communiste. Thorez est ouvrier, fils de mineur, enfant du Nord. Il parle le langage de l'usine, celui des grèves dures, et dispose du soutien de Moscou. Entre lui et Blum, bourgeois juif, homme de lettres et de droit, le contraste est saisissant. Chacun sait que l'autre peut lui voler la base ouvrière, l'influence, voire l'avenir de la gauche.
Mais face au spectre du fascisme, ils vont être contraints à une cohabitation improbable. En juillet 1935, sur les Champs-Élysées, une marée humaine défile pour le 14 juillet. Bannières socialistes, drapeaux tricolores, drapeaux rouges frappés de la faucille et du marteau, fanions radicaux. Tout ce qui, la veille encore, se déchirait dans les réunions, marche côte à côte. On entend un slogan simple martelé comme un battement de cœur. Unité! Unité! Sur une tribune improvisée, Blum, Daladier et Thorez se tiennent à quelques mètres les uns des autres. Raides, presque crispés, ils se serrent la main devant les photographes. L'instant paraît protocolaire, presque forcé, mais quelque chose vient de basculer. C'est le premier visage public de ce qui va devenir. Quelques mois plus tard, le Front populaire. Pour Blum, c'est un pari insensé. Il doit convaincre son propre parti d'accepter un programme commun qui ne réalise pas tous ses rêves socialistes, mais qui contient des avancées sociales concrètes, semaines de 40 heures, congés payés, conventions collectives, réforme de l'école. Il doit aussi composer avec la méfiance des radicaux, qui redoutent de se couper de la bourgeoisie modérée, et avec celle des communistes, qui refusent de participer au gouvernement mais promettent un soutien sans participation. Dans les nuits de la rue de Solferino, le siège de la SFIO, la lumière de son bureau reste allumée jusqu'à l'aube. Les dossiers s'empilent, les projets de programme sont raturés, réécrits, amendés. Chaque mot compte. Faut-il parler de socialisation ou de nationalisation, de réforme agraire ou de soutien aux petits propriétaires? Les heures passent. L'horloge du couloir frappe minuit, 1 heure, 2 heures. Blum sait qu'il joue la seule carte qui lui reste. S'il échoue, si le Front populaire se brise avant même d'avoir existé, la gauche sera discréditée pour longtemps, peut-être définitivement. Et puis vient le printemps 1936. La campagne électorale s'ouvre dans un climat électrique, la droite hurle au complot judéo-bolchevique. On affiche le visage de Blum, grossi, caricaturé, affublé de traits sémitiques outrés, mêlé à celui de Staline, parfois même à des rongeurs. Dans certains villages, des curés tonnent en chair contre ce gouvernement des sans-dieux qui se prépare, les ligues ne désarment pas, les journaux nationalistes prophétisent la guerre civile si jamais les rouges l'emportent. Blum parcourt le pays, sous protection renforcée. Dans les usines de la banlieue parisienne, dans les villes ouvrières du Nord, dans les ports, il parle de paix, de pain, de liberté. Il promet non pas la révolution, mais la dignité. Ne plus vivre sa vie entière pour enrichir un autre, ne plus trembler chaque vendredi à la perspective du licenciement, ne plus voir ses enfants condamnés à la même misère que soi. Les foules l'écoutent, parfois silencieuses jusqu'au vertige, parfois éclatant en applaudissements. On voit des ouvriers qui n'ont jamais lu une ligne de Stendhal scander son nom comme celui d'un champion sportif. Le 3 mai 1936, le verdict tombe. Le Front populaire l'emporte nettement. La SFIO devient le premier parti de France. Dans les journaux, les titres claquent. Victoire de la gauche. Dans les quartiers ouvriers, on danse au son des accordéons, on s'embrasse sur les trottoirs. Au siège du Parti communiste, Thorez sourit crispé. Il a gagné avec Blum, mais Blum a gagné davantage que lui. Dans certains salons bourgeois, c'est l'effroi. On parle de fuir, de mettre son argent en Suisse, les ligues grincent des dents. Sur certains murs, une inscription surgit déjà, rageuse. Mieux vaut Hitler que Blum. Et voici qu'on en revient à cette nuit-là, rue de Solferino. Les élections sont passées. Le président de la République s'apprête à lui proposer la présidence du Conseil. Dehors, des patrouilles passent, surveillant les groupes hostiles qui se sont promis de faire payer Blum. À l'intérieur, seul devant son bureau, il contemple une nouvelle pile de dossiers. Projet de loi, liste de ministres possibles, notes de mise en garde, rapport sur les finances exsangues du pays. L'horloge indique minuit passé. Il lui reste moins de 24 heures pour répondre. Acceptera-t-il de devenir le premier président du Conseil socialiste, le premier chef de gouvernement juif de l'histoire de France, sous les yeux furieux d'une partie du pays qui le hait déjà? Ou reculera-t-il devant le gouffre qui s'ouvre, laissant d'autres, moins scrupuleux, occuper la place? Il repense à Tours, à Frossard, au coup de la Concorde, au cri de « À mort Blum !» qui résonnent encore dans ses tempes. Toute sa vie converge vers cette décision. Il sait qu'en disant « oui », il ne signe pas seulement pour un gouvernement, il signe peut-être pour sa propre mise à mort.
Mais il sait aussi que le temps, désormais, joue contre lui et contre la République. Il ne reste plus beaucoup de saisons avant que l'orage fasciste ne s'abatte sur l'Europe entière. Il prend sa plume, lentement, sur une feuille blanche, il écrit la réponse qu'on attend de lui. La pointe du stylo gratte le papier dans le silence du bureau. Quand il repose la plume, la décision est prise. Léon Blum vient d'accepter le pouvoir. Le compte à rebours continue de tourner, mais cette fois, il est au centre du cadran. Quand Léon Blum pose sa plume sur la table, au milieu de la nuit, il ne sait pas encore qu'il vient de déclencher quelque chose qui le dépasse. Dehors, dans les usines de la banlieue, les ouvriers ne l'ont pas attendu. Ils ont déjà commencé à occuper les ateliers. Tandis qu'il accepte enfin le pouvoir, la France, elle, est en train de s'emparer de ses propres clés. En quelques jours, tout s'emballe. À Paris, à Lille, à Saint-Étienne, à Marseille, les portes des usines se referment, de l'intérieur. On ne démonte pas les machines, on ne casse rien, on reste. On installe des matelas sur les établis, des draps entre les tours, des guirlandes de papier le long des chaînes de montage, on peint des slogans sur les murs, on accroche des drapeaux rouges et tricolores aux fenêtres, on danse au milieu des presses à emboutir, on joue à la belote entre deux tours d'usinage. C'est une grève, mais une grève qui ressemble à une fête foraine. Les patrons, eux, sont terrorisés. Ils voient dans ces grèves sur le tas le prélude à la révolution. Dans les beaux quartiers, on chuchote qu'on va finir comme en Russie, que Blum, Thorez et Staline préparent un bain de sang. Dans les couloirs du pouvoir, un autre compte à rebours commence. Si le nouveau gouvernement ne parvient pas à reprendre la main, en quelques jours, tout le Front populaire peut exploser avant même d'entrer réellement en fonction. Le 4 juin 1936, Blum se rend à l'Élysée. Pour être officiellement nommé président du Conseil, la scène est tranquille, presque solennelle. Le président Lebrun lit le décret, Blum s'incline. Mais dès qu'il sort, la réalité l'attend comme une gifle. Les télégrammes s'empilent sur son bureau à Matignon. Occupation totale de l'usine, production arrêtée, revendications, reconnaissance. Des syndicats, augmentation des salaires, congés payés. Il a rêvé de ce moment pendant des années. Il s'était préparé à gouverner, pas à arbitrer une semi-insurrection. Pourtant, il comprend une chose, immédiatement. S'il laisse la situation se durcir, si les patrons appellent l'armée, s'il y a un mort, un seul, le Front populaire sera brisé net. Il n'a pas de temps. Quelques jours, tout au plus, pour transformer cette marée ouvrière en victoire politique plutôt qu'en chaos. Dans ce climat électrique, un autre personnage entre sur la scène, Maurice Thorez. Chef du Parti communiste, soutenu par Moscou, fils de mineur, accent du Nord, verbe simple et direct. Là où Blum parle comme un avocat et cite parfois La Fontaine, Thorez harangue comme un contremaître à la sortie du puits. Les deux hommes se serrent la main en public, posent côte à côte pour figurer l'unité de la gauche. Mais derrière les sourires, chacun sait que c'est une course qui, du socialiste raffiné ou du communiste ouvrier, incarnera réellement l'espoir du peuple. Paradoxalement, la vague de grève renforce d'abord Thorez. Dans les ateliers occupés, ce sont souvent des militants communistes qui mènent la danse, qui collent les affiches, qui organisent les meetings. On chante l'Internationale, on brandit les portraits de Staline. Blum, lui, arrive au pouvoir sans appareil militant aussi discipliné. Sans cette capacité à occuper physiquement le terrain, il est au sommet de l'État, mais le sol bouge sous ses pieds et ce sont les communistes qui semblent tenir la foule. Blum comprend qu'il doit agir vite. Dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, il convoque à Matignon les représentants de la CGT et du patronat. La scène est presque irréelle. D'un côté de la grande table, les dirigeants syndicaux, cernés, les yeux rougis par des nuits à négocier dans les usines. De l'autre, les patrons en veston sombre, visage fermé, doigts crispés sur des cigares qui se consument tout seuls. Au milieu, Blum, silhouette fine, costume sombre, visage pâle éclairé par la lumière jaune des lampes, mais les heures passent, les cendriers débordent. On entend parfois, par les fenêtres entr'ouvertes, des bribes de chansons montées des rues, où l'on veille. Blum parle peu, mais quand il le fait, sa voix est d'une douceur presque déconcertante. Il rappelle aux patrons que s'ils refusent de céder, la situation peut leur échapper. Il rappelle aux syndicalistes que s'ils exigent tout d'un coup, ils risquent de tout perdre avec la chute du gouvernement.
À chacun, ils répètent la même idée. Le temps leur est compté, à tous. À l'aube, les accords de Matignon sont signés. Hausse générale des salaires, parfois de plus de 10%, reconnaissance des syndicats, mise en place de conventions collectives et, surtout, engagement du gouvernement à faire voter rapidement 2 lois qui vont bouleverser le quotidien de millions de Français. La semaine de 40 heures et les congés payés. À l'instant où les plumes tracent les signatures, Blum sait qu'il vient de faire basculer l'histoire sociale du pays, mais il sait aussi qu'il vient de déclencher la revanche silencieuse d'une autre France, celle des milieux d'affaires, des rentiers et des grands journaux conservateurs qui vont tout faire pour l'étrangler. Quelques semaines plus tard, l'Assemblée nationale ressemble à une forge géante. Sous la pression de Matignon, les projets de loi s'enchaînent à un rythme jamais vu. Juillet 1936. Loi sur les 40 heures, sans diminution de salaire. Loi sur les 2 semaines de congés payés. Réforme de la Banque de France. Création de l'Office du blé pour protéger paysans et consommateurs. Réforme de l'école. Allongement de la scolarité obligatoire. Blum, que l'on disait trop intellectuel pour faire tourner la machine, transforme le Parlement en usine à réforme. Dans le pays, les mesures prennent cher. L'été 1936 voit déferler des trains bondés de familles qui n'avaient jamais quitté leur quartier. On les voit, valises en carton à la main, entassées sur les quais de la gare de Lyon, de la gare Saint-Charles, de la Part-Dieu. Les journaux de droite se moquent de ces congés payés à la sauvette, de ces ouvriers qui vont envahir les plages de Deauville ou de la Baule. Mais sur la côte, des hôtels jusque-là réservés aux bourgeois découvrent ces nouveaux clients qui arrivent avec leurs enfants, leurs rires, leurs pique-niques. On voit des hommes de 40 ans poser pour la première fois devant la mer, incrédules, les pantalons retroussés, l'eau jusqu'aux genoux. Blum, lui, n'a pas le temps de voir la mer. Ses journées commencent tôt, finissent au cœur de la nuit. Le moindre texte de loi est relu, annoté. Il reçoit des délégations paysannes, des associations laïques, des syndicalistes, des économistes. Dans les couloirs de Matignon, on commence à chuchoter qu'il se tue à la tâche. À chaque fois qu'il s'assoit à son bureau, un empilement de dossiers le regarde comme un mur à escalader avant l'aube. Pourtant, derrière cette frénésie, la mécanique se grippe déjà. Les 40 heures réduisent le temps de travail, mais pas la demande. La production ralentit. Les patrons, furieux des concessions arrachées à Matignon, freinent les investissements. Le franc, déjà fragile, commence à vaciller. Les capitaux filent à Londres ou à Zurich. Dans les bulletins de la Banque de France, les colonnes de chiffres défilent comme des signaux d'alarme. Chaque semaine, Blum consulte ses tableaux avec l'impression de voir s'éroder une plage sous la marée. S'il ne trouve pas rapidement un équilibre, la vague emportera tout. C'est là que la rivalité avec Thorez change de nature. Au plus fort des grèves, le chef communiste a prononcé une phrase qui restera célèbre. « Il faut savoir terminer une grève ». Cette formule, applaudie par Blum, donne à Thorez une image de responsable, de chef capable de canaliser les masses, mais dans les usines, on retient autre chose. Ce sont les drapeaux rouges, les mots d'ordre, les cellules du Parti communiste qui ont encadré le mouvement. Et plus les difficultés économiques apparaissent, plus Thorez peut jouer sur 2 tableaux. À la tribune de l'Assemblée, il vote les grandes réformes et soutient le gouvernement contre la réaction. Dans les réunions de base, ces militants murmurent que si Blum recule, c'est parce qu'il a peur de s'attaquer vraiment au capital, qu'il reste au fond un légaliste, un modéré, un bourgeois, le même peuple ouvrier qui scande « Vive Blum !». Dans les cortèges commence à acclamer aussi, parfois plus fort, le nom de Thorez. C'est une lutte silencieuse, mais féroce, pour l'âme du Front populaire. Et puis survient un choc venu de l'extérieur qui va retourner cette rivalité comme un gant. L'Espagne. Le 17 juillet 1936, les généraux franquistes se soulèvent contre la République espagnole. Très vite, l'affrontement prend un sens qui dépasse largement la péninsule. C'est le premier grand duel ouvert entre fascisme et démocratie en Europe. Berlin et Rome arment Franco, envoient avions, chars, conseillers. À Paris, les foules exigent que la France du Front populaire vienne en aide à Madrid et Barcelone. Dans les cortèges, on brandit des pancartes. Des avions pour l'Espagne. Des armes pour la République. Les militants communistes sont en première ligne.
Pour eux, c'est l'occasion rêvée de montrer que Moscou, par les brigades internationales, défend vraiment la liberté, là où les démocraties bourgeoises hésitent. Blum, qui a passé sa vie à combattre le fascisme, est instinctivement du côté des républicains espagnols. Il imagine l'odeur des livres brûlés si Franco gagne, les prisons, les fusillades au petit matin, mais il a aussi sous les yeux d'autres chiffres, d'autres menaces. Londres, obsédé par la stabilité monétaire, prévient « Si la France intervient en Espagne, la livre cessera d'appuyer le franc ». Les financiers français, déjà hostiles, menacent de déclencher une panique. L'armée, encore traumatisée par 14-18, ne veut pas d'une nouvelle aventure. Dans son bureau, Blum tourne en rond. Il sait que chaque jour de délai est un jour offert à Franco. Le temps, encore, lui échappe. Au Conseil des ministres, la question déchire les visages. Faut-il braver Londres, risquer un effondrement du franc, peut-être même une guerre prématurée avec l'Allemagne ? Ou faut-il accepter, à contre-cœur, une politique dite de non-intervention, qui n'empêche en réalité que les livraisons françaises, tandis que Hitler et Mussolini continuent, eux, à arroser Franco d'armes? Blum tranche, la gorge serrée, la France adoptera la non-intervention. C'est un moment de rupture intime. L'homme qui a tenu tête à Moscou au congrès de Tours, qui a refusé la dictature au nom de la démocratie, se retrouve contraint de sacrifier, au moins en partie, ses propres instincts antifascistes sur l'autel de la prudence financière et diplomatique. Les communistes, eux, n'en demandent pas tant pour marquer des points. Ils critiquent la non-intervention tout en laissant Blum s'empêtrer dedans. Dans l'ombre, Thorez savoure. L'histoire offre aux rivales bourgeois l'occasion parfaite de passer pour timorés. À l'intérieur du pays, la pluie froide des mauvaises nouvelles économiques continue de tomber. L'automne 1936 voit se succéder dévaluations, tensions budgétaires, avertissements du patronat. Blum tente une politique de relance par la consommation, compte sur le pouvoir d'achat nouveau des ouvriers pour redémarrer la machine. Mais la peur des investisseurs est plus forte. Ils mettent leur argent à l'abri, plutôt que de construire des usines. Dans les journaux, la campagne contre l'expérience Blum devient quotidienne. On parle de faillite, d'incompétence, de gouvernement de professeurs. Les caricatures acharnent leurs plumes sur son visage anguleux, son nez, ses lunettes. On le dessine coiffé d'une casquette bolchevique quand on veut effrayer la bourgeoisie, affublé de traits orientaux quand on veut attiser l'antisémitisme. Sur certains murs, les mêmes mots qu'en 1936 réapparaissent, rageur, à mort Blum. Pris entre les exigences de la base qui réclament de nouvelles avancées et celles des marchés qui exigent des sacrifices, Blum finit par prononcer un mot qui sonne comme une trahison aux oreilles de certains de ses partisans. Pause. En février 1937, il annonce qu'il faut interrompre le rythme des réformes pour stabiliser l'économie. Pour lui, c'est un simple repli tactique, une halte pour éviter le gouffre. Pour beaucoup de militants, c'est une claque. On avait promis un monde nouveau, et voilà qu'on parle d'attendre, de patienter, de ralentir. Thorez, une fois encore, profite de l'ouverture. Sans renverser le gouvernement, Moscou lui ordonne de maintenir l'unité contre Hitler. Il se pose en gardien intransigeant des conquêtes ouvrières. Il explique que sans le Parti communiste, Blum aurait déjà tout rendu à la bourgeoisie. Dans certains meetings, le nom du président du Conseil est accueilli par un silence plus lourd qu'une huée. La rivalité n'est plus simplement celle de deux stratèges. C'est un combat pour la mémoire de ce que fut, de ce que doit rester, le Front populaire. À droite, en revanche, on n'a aucune hésitation. Le Sénat, dominé par les conservateurs et par des radicaux qui ont pris peur, bloque les projets financiers de Blum. Ses demandes de pouvoirs spéciaux pour réorganiser l'économie sont systématiquement retoquées. Au Palais du Luxembourg, les visages sont fermés, les compliments glacés. Certains de ceux qui, quelques mois plus tôt, défilaient à ses côtés le 14 juillet, lèvent maintenant les yeux au ciel quand il parle. Le temps, une fois encore, devient son pire ennemi. Chaque semaine perdue dans les couloirs du Sénat est une semaine où le franc se déprécie, où la confiance se délite, où la colère monte. En juin 1937, l'impasse est totale. Blum n'obtient pas les pouvoirs qu'il juge indispensables. Il comprend que s'il reste, il sera réduit à gérer la pénurie, à voir se déliter morceau par morceau ce qu'il a bâti.
Alors il choisit de partir. Le jour où il se rend à l'Élysée pour remettre sa démission, l'air semble plus lourd que d'habitude. Dans la voiture qui le conduit au palais, il regarde Paris défiler. Les vitrines, les bus, les ouvriers qui sortent des ateliers à la pause de midi. Combien d'entre eux partiront encore en vacances grâce aux congés payés, même après sa chute? Cette pensée le console à peine. Il a le sentiment d'avoir mené une course permanente contre une horloge invisible, d'avoir arraché quelques mois, quelques lois à un système décidé à ne rien lâcher. L'horloge a sonné. Édouard Daladier, son ancien partenaire du 14 juillet 1935, revient alors au premier plan. Se rapprochant insensiblement du centre droit, le Front populaire commence à se fissurer, les radicaux s'éloignent, les communistes durcissent le ton. Blum redevient député, orateur, mais il n'est plus aux commandes. De la tribune, il voit Thorez, en contrebas, entouré d'une cohorte de jeunes élus communistes. À chaque fois qu'il monte parler, il sait que celui-là, en face, écoute autant avec l'oreille de Moscou qu'avec celle de Belleville. Leur rivalité a survécu à la brève saison du pouvoir, elle va désormais se jouer dans l'opposition, sur fond de désastres qui se préparent. En mars 1938, dans un contexte encore plus sombre, Anschluss de l'Autriche, pression hitlérienne sur la Tchécoslovaquie, le président, Lebrun rappelle pourtant Blum pour une nouvelle tentative de gouvernement. C'est un sursaut, une seconde chance en apparence. Mais cette fois, tout est verrouillé dès le départ. Le Sénat est plus hostile encore, la situation internationale plus explosive, les divisions à gauche plus profondes. Blum tente de relancer une politique de fermeté face à Hitler, de réarmer plus vite, d'affirmer que la France ne doit plus reculer. Il a la sensation terrible de voir revenir, en plus massif, le spectre contre lequel il se battait déjà en 1934, dans les rues glacées de la Concorde. Mais son gouvernement ne dure que quelques semaines. Le 10 avril 1938, une nouvelle fois, il se heurte au refus du Sénat. Une nouvelle fois, il remet sa démission. Une nouvelle fois, il a le sentiment d'avoir buté contre un mur de velours, poli par des décennies de privilèges. Daladier lui succède. Quelques mois plus tard, ce seront les accords de Munich, la capitulation face à Hitler que Blum dénoncera avec une véhémence glacée. Lui, le légaliste, l'homme de compromis, aura cette phrase simple à propos de Munich. « Nous venons de subir la plus grave défaite de notre histoire en temps de paix. » Mais ce sera déjà une autre séquence, celle où il ne sera plus l'homme qui décide, seulement celui qui avertit. À la fin de ces années 1930, Blum traverse les couloirs de l'Assemblée avec une étrange double sensation. D'un côté, partout dans le pays, les congés payés, les 40 heures, les conventions collectives vivent leur vie. Ils ont résisté, ils se sont installés dans les habitudes, dans les agendas, dans les salaires. Des millions d'ouvriers, d'employés, de paysans savent que, quoi qu'il arrive, ces conquêtes-là portent sa marque. De l'autre, dans les tracts d'extrême droite, dans les colonnes venimeuses de certains journaux, son nom continue d'être associé à tous les malheurs du pays. Pour les uns, il restera à jamais le père des vacances à la mer. Pour d'autres, le responsable désigné de la décadence française, assis sur son banc de député, stylo à la main, il prend des notes pendant qu'un ministre daladieriste défend un projet de loi de défense nationale. Au loin, dans une pièce adjacente, une radio grésille. La voix métallique d'Hitler, captée depuis Berlin, parvient en bribes. Menaces, promesses de grandeur, grondements de foule. Blum relève la tête, écoute un instant, puis se remet à écrire. Il sent que la bataille qui vient ne ressemblera à aucune de celles qu'il a connues. Il ne sait pas encore qu'il ne gouvernera plus jamais, qu'on cherchera bientôt à le juger comme un criminel, à l'enfermer, peut-être à l'effacer. Il ne sait pas encore que, dans les wagons plombés et derrière les barbelés, son nom circulera comme celui d'un homme qui a tenu bon. Pour l'instant, il ne sent qu'une chose, aiguë. Le temps, encore. Le temps qui lui a manqué au pouvoir, le temps qu'il devra affronter comme prisonnier, le temps qui décidera, en fin de compte, de ce qu'il restera de Léon Blum dans la mémoire de la France. Le jour où tout bascule, Léon Blum n'est plus dans l'hémicycle, il n'est plus à Matignon, il n'est plus au cœur du pouvoir. Il est simplement un homme debout, dans un couloir de l'Assemblée, à écouter une radio crachotée en allemand. D'un côté, la voix rauque d'Hitler qui promet l'écrasement de la France, de l'autre, le silence des députés qui rangent leurs dossiers comme si la tempête n'allait jamais franchir la porte.
Ce contraste est presque insoutenable. C'est lui, le responsable, désigné de tous les malheurs du pays, qui sent le danger avec le plus d'acuité, alors même qu'il n'a plus aucune manette en main. Et il lui reste très peu de temps, les mois qui suivent Munich sont une lente marche vers le gouffre. Blum, à la tribune, fustige la capitulation, parle de défaite en temps de paix. Il voit bien que l'armée allemande se réarme à marche forcée, tandis que la France s'enfonce dans les débats byzantins. Quand la guerre est finalement déclarée, en septembre 1939, il ne triomphe pas. Il a simplement la sensation glacée que l'on vient d'entrer dans un compte à rebours où chaque jour perdu rapprochera un peu plus son pays de l'abîme. La drôle de guerre commence. Aucune offensive, des soldats qui s'ennuient dans des casemates humides, des ministres qui se rassurent, avec des cartes d'état-major. Dans cette étrange attente, un premier retournement se produit dans la rivalité qui le poursuit depuis 1936. Maurice Thorez, le chef communiste, celui qui se présentait comme l'âme vivante du peuple, disparaît. En URSS, après le pacte germano-soviétique, le Parti communiste est interdit. Ses journaux saisis, Thorez, mobilisé, déserte et rejoint Moscou. Blum, l'homme si souvent diffamé comme agent de la subversion, reste au Parlement, continue à défendre la République et la guerre contre Hitler. Aux yeux d'une partie du pays, les rôles s'inversent brutalement. Le bourgeois légaliste tient bon, le révolutionnaire se volatilise à l'étranger. Mais cette satisfaction amère ne dure pas. Mai 1940, l'offensive allemande percute la France comme un coup de masse. En quelques semaines, l'armée, que l'on disait invincible derrière sa ligne Maginot, s'écroule. Sur les routes, des rubans sans fin de voitures, de charrettes, de gens à pied, des mères qui traînent des valises, des vieillards qui suffoquent au bord des fossés, des enfants qui dorment debout. L'exode. Blum parcourt ces paysages en fuite dans une voiture officielle qui n'a plus rien d'officiel. Il voit défiler les façades fermées, les gares bondées, les wagons qui partent vers le sud sans savoir s'ils reviendront. Bordeaux devient la capitale provisoire d'un pays en déroute. Dans des salles surchauffées, les députés débattent de l'impensable. Faut-il continuer le combat depuis l'Afrique du Nord, comme le préconisent quelques voix isolées, ou bien remettre les pleins pouvoirs à un vieux maréchal auréolé de Verdun, Philippe Pétain? Ce 10 juillet 1940 est une journée d'apocalypse politique. Blum sait que le temps est compté, que chaque minute de débat rapproche un peu plus les parlementaires d'un vote irréversible. Dans ce tumulte, il prend la parole une dernière fois. Sa voix n'est plus celle du chef de gouvernement, mais celle d'un témoin qui refuse d'apposer sa signature au bas d'un suicide. Quand vient le moment de voter, les rangs se lèvent, presque en bloc, pour offrir au maréchal ce qu'il demande, les pleins pouvoirs constituants. La Troisième République se saborde elle-même en quelques secondes, sous la pression de la peur, de la défaite, de l'illusion que Pétain apportera la paix. Blum, lui, reste assis. Il fait partie de ces 80 qui votent non. 80 sur plus de 600. 80 petites flammes dans un océan de renoncement. Il sait qu'en s'y opposant, il vient d'inscrire son nom sur une autre liste, celle des hommes à abattre pour le nouveau régime. Quelques semaines plus tard, Vichy passe des menaces aux actes. En septembre 1940, Blum est arrêté. On ne le convoque plus dans des palais officiels. On le conduit dans des voitures anonymes, sous escorte, vers des châteaux transformés, en prison comme Chazeron puis Bourrassol. Les portes se referment derrière lui avec un claquement sec. L'ancien président du Conseil devient le détenu Blum. On lui confisque ses papiers, sa montre, ses repères. Ce temps qui lui a toujours manqué, ce temps qu'il a passé à courir d'un bureau à l'Assemblée, lui est désormais imposé dans sa forme la plus brutale. Des heures vides, des journées sans rendez-vous, des semaines qui se fondent les unes dans les autres. Vichy ne se contente pas de l'enfermer, le régime veut le désigner à la vindicte, en faire le bouc émissaire de la débâcle. On prépare un procès de la défaite, un riom, sur le banc des accusés, Blum, Daladier, d'anciens ministres. Dans l'esprit des nouveaux maîtres, c'est simple. On va montrer au pays que tout ce malheur vient de 1936, des 40 heures, des tsasimea, congés payés, du laxisme envers les ouvriers. On va exhiber Blum comme l'architecte de l'effondrement militaire. Une revanche froide, soigneusement mise en scène. Mars 1942. Le tribunal de Riom ouvre ses portes. Dans la salle, les juges désignés par Vichy, le public trié sur le volet,
Des journalistes qui prennent des notes en espérant la grande confession d'un coupable. On attend un homme abattu, prêt à s'excuser. C'est un autre Blum qui apparaît, amaigri, oui, vieilli, évidemment. Mais le regard est clair, la voix posée. Il écoute les accusations, patiemment, presque comme s'il s'agissait d'un mauvais réquisitoire dans une affaire médiocre, puis il se lève. Ce qui se joue alors ressemble à un retournement de théâtre. À chaque question du président, Blum répond avec une précision, une ironie feutrée, une maestria juridique qui désarçonne ses juges. On l'accuse d'avoir désarmé la France. Il déroule, dossier à l'appui, les chiffres des crédits militaires votés sous le Front populaire, supérieurs à ceux des gouvernements précédents. On lui reproche les grèves de 1936. Il rappelle que les ouvriers ont travaillé ensuite avec plus de discipline, conscients des menaces. Peu à peu, ce procès voulu comme un acte d'accusation se transforme en plaidoyer pour la République. Le public retient son souffle. À l'extérieur, les gens se passent sous le manteau des extraits de ses interventions. Pour beaucoup, c'est la première fois depuis 1940 qu'ils entendent, même par écho, une voix qui parle avec clarté contre Vichy, sans crise, sans injure, seulement avec la force calme des faits. L'humiliation espérée se mue en humiliation pour le régime lui-même. À Berlin, on s'agace. À Vichy, on commence à paniquer. Si on laisse ce procès se poursuivre, Blum va gagner dans l'opinion, même enfermé. Alors, soudain, le rideau tombe. Le procès de Riom est suspendu, officiellement pour des raisons techniques. En réalité, on a peur. On craint qu'en quelques semaines de plus, l'accusé ne devienne le véritable juge. Blum est renvoyé dans l'ombre des prisons, d'abord en France, puis livré à l'occupant allemand. En avril 1943, il est déporté à Buchenwald. Le trajet vers le camp est un voyage sans paysage. Les volets du wagon de prisonniers sont clos, l'air est épais, les corps entassés. On ne sait pas où on va, seulement qu'on s'éloigne de tout ce qui ressemblait à une vie. À l'arrivée, Buchenwald se dresse comme un décor d'apocalypse. Les miradors, les barbelés, la poussière grise, l'odeur de charbon brûlé et de chair épuisée. L'ancien chef de gouvernement passe sous le porche orné de la devise cynique « Jedem Dasein ». À chacun son dû. Quel dû peut-on bien réserver à Léon Blum, sinon la mort? Pourtant, le destin lui joue là encore un de ces tours cruels et ambigus. Les nazis comprennent vite qu'ils ont affaire à un prisonnier de choix, un otage de premier rang. On ne le jette pas tout de suite dans la fournaise. On l'isole, on le surveille, on le ménage, autant que le permet la barbarie ambiante. Dans ce no man's land de souffrance, Blum retrouve, par éclat, ce qui a toujours été sa ressource intime, l'esprit. Il lit quand on lui en laisse la possibilité. Il écrit sur des feuilles volantes. Il explique Racine à d'autres détenus. Il commente l'actualité à voix basse. C'est dans ce décor inimaginable qu'un autre événement, à la fois minuscule et immense, se produit. Il se marie. Jeanne, sa compagne, a été enfermée elle aussi. À Buchenwald, ils obtiennent, par un concours de circonstances presque invraisemblables, l'autorisation d'une cérémonie, quelques mots échangés, quelques mains qui se serrent, deux êtres qui choisissent de s'unir là où tout est fait pour détruire les liens. Au milieu des barbelés, des capots et des matricules, Léon et Jeanne Blum deviennent mari et femme. C'est une gifle symbolique à ceux qui voudraient réduire les hommes à des numéros. Mais le temps se resserre à nouveau. 1944-1945. Le Reich recule, les armées alliées approchent. Dans les camps, les nazis hésitent. Faut-il liquider les prisonniers importants avant de fuir? Faut-il les déplacer plus loin, dans une retraite sans fin? Blum est arraché à Buchenwald et transféré avec d'autres otages de marque dans un château perdu du Tyrol. La route est dangereuse. Les colonnes de blindés américains ne sont plus très loin. Chaque nuit, l'idée que les SS puissent décider de les abattre tous pour effacer les traces plane comme une menace tangible. Là encore, la question est brutale. Qui arrivera en premier, la libération ou la balle dans la nuque? En mai 1945, au milieu des montagnes, des soldats américains franchissent enfin le portail du château. Les SS ont fui ou se sont rendus. Blum, blême, émacié, les cheveux presque blancs, sort dans la cour. Il lève les yeux vers les uniformes étoilés, vers ces garçons qui pourraient être ses petits-fils. Il est vivant. Contre toute vraisemblance statistique, contre la logique implacable de la machine nazie, il a survécu. Quand il rentre en France,
Quelques semaines plus tard, Paris est en liesse. Des foules l'accueillent, des mains se tendent vers lui. On crie son nom comme celui d'un revenant. Il a 73 ans. N'importe qui à sa place pourrait revendiquer le droit de se retirer, de se taire, de laisser les jeunes générations reconstruire le pays. Mais la France d'après-guerre est un champ de ruines physiques et politiques, et elle se tourne spontanément vers ceux qui, en 1940, n'ont pas cédé. Blum fait partie de cette poignée. Il devient, presque malgré lui, une sorte de conscience vivante. Très vite, on vient le chercher. On lui demande son avis sur la nouvelle constitution, sur la place des partis, sur la reconstruction économique. Il reprend la plume, il reprend la parole. Le paysage a pourtant radicalement changé. Dans la gauche française, le rival le plus redoutable n'est plus seulement Maurice Thorez, revenu en héros de Moscou, auréolé par la résistance communiste. C'est aussi un autre personnage, tout droit sorti de la France libre, le général de Gaulle. De Gaulle méprise les partis, veut refonder l'État au-dessus des formations politiques. Blum, lui, refuse ce césarisme. Il plaide pour une démocratie parlementaire rénovée, plus efficace, mais toujours contrôlée par des élus. Entre ces deux visions, le duel est feutré mais profond. La rivalité avec Thorez, elle, reprend de plus belle, sous une forme nouvelle. Le Parti communiste se présente comme le parti des 75 000 fusillés, se réclame de la résistance populaire, de l'URSS victorieuse. Il pèse jusqu'à 28% des voix, domine la CGT, occupe les usines, les quartiers ouvriers. Face à lui, la SFIO de Blum est affaiblie, vieillie, soupçonnée de tiédeur par certains militants. Le risque est clair, si le PCF prend le dessus, c'est une autre gauche qui s'installera, une gauche arrimée à Moscou, prête à sacrifier le pluralisme. Blum sait qu'il n'a plus des années devant lui. Les débats institutionnels d'après-guerre se déroulent sous pression. Il faut donner une constitution au pays, organiser des élections, relancer la production, tout cela alors que les rations alimentaires sont maigres, que l'hiver 1946 est glacial, que l'impatience monte dans les usines. À chaque réunion, à chaque discours, il se dit que ce sera peut-être la dernière fois qu'il pourra peser vraiment. Le temps politique et le temps biologique se confondent en une seule urgence. En décembre 1946, l'histoire lui offre un étrange épilogue. Il redevient président du Conseil, chef de gouvernement, pour quelques semaines seulement. Une sorte de gouvernement de transition chargé de faire le pont entre la fin du GPRF et la naissance officielle de la 4e République. On le voit remonter l'escalier de Matignon, marcher dans ces couloirs qu'il traversait au pas de course en 1936. Mais tout est différent. Les tapis sont les mêmes, les boiseries n'ont pas bougé, et pourtant ce n'est plus le temps des grandes réformes sociales, mais celui des arbitrages minutieux, des équilibres précaires entre socialistes, communistes et démocrates chrétiens. Blum s'emploie à maintenir l'unité de la gauche, tout en refusant de laisser le PCF dicter sa loi. La tension avec Thorez est constante. Sur le plan international, un autre compte à rebours commence, celui de la guerre froide. Lorsqu'arrive le plan Marshall, immense programme américain d'aide à la reconstruction, la fracture devient béante. Thorez, aligné sur Moscou, le dénonce comme un instrument de l'impérialisme. Blum, lucide sur l'état de ruine du pays, considère que la France ne peut pas se permettre le luxe de refuser cette bouffée d'oxygène. Ce désaccord n'est pas seulement technique, il est existentiel. C'est la vieille opposition de Tours qui revient, gestion démocratique contre logique de bloc. Blum choisit clairement son camp, celui d'un socialisme arrimé à la démocratie parlementaire, à l'Europe en gestation, à un Occident qui tente de se reconstruire sans replonger dans le fascisme ni s'abandonner au stalinisme. En faisant ce choix, il sait qu'il perdra définitivement une partie de la gauche, celle qui continuera de voir en Thorez le véritable héros des travailleurs. Mais il assume. À ses yeux, mieux vaut être minoritaire dans le respect de la liberté que majoritaire sous la férule d'un parti unique. Les années qui suivent le voient se retirer progressivement des responsabilités directes, mais pas du débat. Installé à Jouy-en-Josas, dans une maison entourée de verdure, il écrit
Beaucoup. Il rédige des textes politiques, des souvenirs, des réflexions sur la démocratie, sur le socialisme, sur la souffrance qu'il a vue dans les camps. Ses livres, comme À l'échelle humaine, prennent un relief particulier après la catastrophe européenne. On y entend un homme qui a connu les sommets et les bas-fonds, qui a vu la République tomber et revenir, et qui répète obstinément qu'aucune fin ne justifie les moyens de la tyrannie. Même affaibli, il continue d'intervenir dans les grands débats du temps. Il critique la guerre d'Indochine, s'inquiète des dérives coloniales, alerte sur les dangers d'une république qui prétend défendre la liberté tout en l'étouffant ailleurs. Sa voix ne fait plus trembler les gouvernements comme autrefois, mais elle résonne comme un rappel gênant de la cohérence morale. Pour les uns, il est devenu une sorte de vieil oncle respecté, qu'on écoute par politesse. Pour d'autres, notamment parmi les jeunes socialistes, il est encore un modèle, un repère dans un paysage brouillé. Le 30 mars 1950, à 77 ans, Léon Blum s'éteint. Sa mort n'a rien de spectaculaire. Pas de drame, pas d'attentat, pas de procès. Un cœur fatigué, un corps usé par les geôles, par les camps, par des décennies de combats. Pourtant, quand la nouvelle tombe, une vague émotive parcourt le pays. Dans les journaux, dans les usines, dans les cafés, on prononce à haute voix ce nom qui, pendant tant d'années, a cristallisé les haines comme les espoirs. Ces obsèques ne sont ni triomphales ni confidentielles. Une foule nombreuse mais pas écrasante se presse pour l'accompagner. On y croise des anciens militants du Front populaire, des résistants, des intellectuels, des ouvriers anonymes. On y voit aussi, de loin, des représentants du Parti communiste qui saluent un adversaire qu'ils n'ont jamais cessé de combattre, mais qu'ils savent désormais inscrit dans l'histoire. Thorez est encore vivant, toujours puissant, mais en ce jour précis, une autre vérité s'impose. L'homme qui s'en va est celui qui, malgré la défaite de 1940, malgré la captivité, malgré l'effacement progressif, aura inscrit durablement dans la chair du pays des avancées que personne n'ose plus remettre frontalement en cause. Les années passent. D'autres noms occupent le devant de la scène. De Gaulle, Mitterrand, Marchais, Jospin. L'ombre de Blum semble parfois pâlir, comme lavée par le temps. Mais il suffit de changer de point de vue pour la voir réapparaître. Chaque été, sur les plages de Méditerranée ou de l'Atlantique, des familles posent leurs serviettes sur le sable. Des enfants courent vers les vagues, des parents sortent des glacières, des grands-parents racontent les premières vacances, autrefois. Dans les usines, les bureaux, les supermarchés, les plannings affichent des colonnes de jours de congé, les contrats de travail mentionnent des conventions collectives, des durées légales hebdomadaires, ces réalités banales sont ces véritables monuments. Il n'a pas de mausolée pharaonique, pas de gigantesque avenue à son nom dans chaque ville. Il a des millions de week-ends, de semaines de repos, de bulletins de paie où se lit, en filigrane, ce qu'il a arraché de haute lutte, dans les quelques mois où le temps lui a appartenu. Pendant que l'Europe sombrait dans les dictatures, il a choisi de transformer la vie quotidienne plutôt que de jouer aux apprentis tyrans. Quant à sa grande rivalité, celle qui a traversé toute sa carrière, elle connaît un épilogue ironique. Le modèle qu'incarnait Thorez, le socialisme sous tutelle de Moscou, finira par s'effondrer avec le mur de Berlin. Les partis communistes d'Europe occidentale perdront l'essentiel de leur influence. Le socialisme démocratique, imparfait, amendé, contesté, lui survivra. On peut discuter à l'infini de ses compromis, de ses renoncements, mais l'idée que l'on peut changer la société sans abolir les libertés, qu'on peut défendre les travailleurs sans ériger un parti unique, cette idée-là doit plus à Léon Blum qu'à aucun autre dirigeant français du XXe siècle. Si l'on devait retenir une seule image pour résumer ce destin, peut-être serait-ce celle-ci. Un homme très mince, en complet sombre, qui se lève à la barre d'un tribunal truqué, sous Vichy, et qui, au lieu de supplier, se met à parler comme s'il instruisait lui. Même le procès de ceux qui le jugent. Derrière lui, il y a les grèves joyeuses de 1936, les vacances à la mer, les usines occupées, les débats enflammés de l'Assemblée. Devant lui, il y a Buchenwald, le Tyrol, la 4e République, l'oubli relatif, puis le retour discret dans les manuels scolaires. Entre les deux, un fil tendu, la conviction que le temps, aussi cruel soit-il, ne peut pas entièrement effacer ce qui a été gravé, dans la conscience collective,
Léon Blum n'a jamais vraiment gagné contre l'horloge. Il a manqué de temps pour consolider le Front populaire, pour armer la France, pour empêcher la débâcle, mais il a réussi quelque chose d'inattendu. Faire en sorte que, bien après sa mort, chaque calendrier de congés payé, chaque contrat, collectif, chaque génération qui prononce son nom dans une salle de classe porte la trace d'un homme qui, au milieu des haines, a obstinément choisi la démocratie, et c'est peut-être, au bout du compte, la seule victoire qui résiste vraiment à l'usure des années.